C'est très confortable. Hein. Ouais. Donc Anne-Jo, merci d'être venue aujourd'hui. Vous êtes donc directrice artistique de la fiction chez TF1. Vous avez commencé par une prépa pour vous préparer aux écoles de cinéma. Vous avez ensuite fait la FEMIS au département scénario, parce que c'était déjà votre ambition de pouvoir écrire pour la télévision. Oui. Alors en fait, honnêtement, j'étais très bonne en français et nulle en maths. Ça commençait bien. Et j'adorais lire et j'adorais regarder des films et regarder des séries télé. Et donc très vite, je me suis dit que j'allais travailler. Je savais que je voulais écrire des histoires, ou en tout cas être dans le monde des histoires. Et puis petit à petit, j'ai eu envie de travailler pour la télé. Donc effectivement, j'ai fait une classe prépa et avec pour objectif de présenter le concours de la FEMIS, qui est une école qui n'est pas très loin d'ici, rue Francoeur, qui est donc une école de cinéma, tout en sachant secrètement que je voulais plutôt travailler pour la télé et raconter des histoires et faire des séries. Voilà. Donc j'ai fait effectivement cette formation et ensuite je suis devenue scénariste. C'est comme ça que vous avez commencé avec Clara Bourreau. Vous avez écrit pour plusieurs chaînes, par exemple pour France 3 avec Adresse Inconnue, Maison Close, Engrenage pour Canal+. Et racontez un petit peu votre travail de scénariste, parce que vous avez été scénariste, conseillère artistique et aujourd'hui directrice artistique. Donc quels sont un petit peu les trois métiers différents que vous avez Alors, en fait, mon premier et mon vrai métier, c'est d'être scénariste. Et scénariste pour la télévision en particulier. C'est un métier qui consiste à raconter des histoires et raconter des histoires pour un média, en l'occurrence la télé. C'est un métier à la fois très artistique et en même temps, finalement, rempli de contraintes parce qu'on travaille pour un client qui est un diffuseur. Et donc un diffuseur, c'est une chaîne, TF1, Canal, etc. Et l'objectif, c'est de raconter un film, un scénario, et de parler au plus grand nombre, tout en ayant des convictions très fortes. Et donc le quotidien d'un scénariste, c'est assez simple. Premièrement, c'est vaincre l'angoisse de la page blanche. Ensuite, c'est un métier finalement assez solitaire, puisque le principe, c'est qu'on est indépendant à son compte, qu'on gagne de l'argent quand on vend des scénarios, et quand on n'en vend pas, on n'en gagne pas. Donc on est quand même toujours à la recherche de nouveaux projets, de producteurs et de clients comme des chaînes. Voilà. Et puis on est bourré d'idées a priori, surtout quand on commence, parce qu'on n'a pas de sous, mais on a des idées. Et pour raconter un peu mon parcours à moi et à ma co-scénariste Clara, que j'ai rencontrée à l'école, on est sorti de l'école de cette école de cinéma en se disant on veut travailler pour la télé, mais on avait zéro contact. Donc on s'est dit on va faire tous les concours possibles qu'on trouvait sur Internet. Tout ce qu'on voyait, on envoyait des candidatures, on allait à des festivals, etc. Puis on a fini par faire un concours pour une bourse. On n'a pas gagné, mais on est allé en finale. Et puis, en fait, il y avait un jury rempli de professionnels, avec des producteurs de télé, des directeurs de chaînes, etc. Et finalement, c'est comme ça qu'on est rentré, qu'on a mis le premier pas dans ce milieu, avec un projet de série qui ne s'est jamais fait, mais qui nous a permis de rencontrer des producteurs et puis petit à petit de mettre le pied à l'étrier. Ensuite, vous avez été frustrée de ne pas suivre la post-production et de ce que devenait votre scénario, enfin votre série. Et c'est en partie pour ça que vous avez postulé au poste de conseiller artistique. Exactement. Donc, en quoi consiste ce poste ? Alors, en fait, à un moment, j'ai eu envie effectivement de passer de l'autre côté du miroir et d'aller travailler dans une chaîne de télé. Et Dieu sait pourquoi, je m'étais fixée comme objectif d'aller à TF1. Et donc, j'ai postulé effectivement comme conseillère artistique,
Donc, le métier de conseiller artistique, en fait, on est au sein d'une unité, ce qu'on appelle une unité de programme, donc en l'occurrence la fiction française. Et pour dire ce qu'est la fiction française, c'est tout ce qui est film et séries télé françaises faits pour la télévision et coproduits par TF1. Donc, c'est tout ce que vous pouvez voir sur TF1. Le lundi soir, là vous avez peut-être vu Infidèle avec Claire Kem et Jonathan Zakaï qui vient de s'achever, ou le jeudi soir, en ce moment on a Profilage, on a eu d'autres séries très marquantes ou mini-séries cette année, par exemple Insoupçonnable. Donc c'est toutes ces séries, ces films aussi, comme par exemple dernièrement vous avez peut-être vu Jacqueline Sauvage. Le jour où j'ai brûlé mon cœur, voilà, c'est ce qu'on appelle des films unitaires. Et c'est aussi aujourd'hui un feuilleton qui passe tous les jours de la semaine, qui s'appelle Demain nous appartient, et qui est donc un feuilleton qu'on appelle en access prime time, c'est-à-dire avant les programmes du soir et le journal de 20h. Et donc le métier de conseiller artistique, ça consiste à accompagner des projets. En fait, chaque conseiller a tout un portefeuille de projets et de programmes dont il s'occupe. Ça peut être des séries comme Profilage ou comme Les Bracelets Rouges ou comme Sam qui va être bientôt diffusé, ou des films comme Les Unitaires dont je vous ai parlé, qu'il gère au quotidien. C'est-à-dire qu'il accompagne éditorialement pendant toute la fabrication. C'est-à-dire tout au long de l'écriture, on accompagne les scénaristes et les producteurs, tout au long de la mise en production avec les réalisateurs, tout au long du casting, à un moment fondamental où on décide qui va incarner ces rôles qu'on a écrits, et tout au long de la post-production, le montage, le visionnage du film, et ensuite l'accompagnement jusqu'à la diffusion à l'antenne. Et aujourd'hui, vous êtes directrice artistique de la fiction. En fait, j'ai juste grimpé une marche au final, puisque maintenant je dirige l'unité de la fiction française, et avec tous mes collaborateurs donc, qui sont conseillers artistiques. Et c'est à peu près le même métier, sauf que je chapeaute l'ensemble des programmes avec l'équipe de conseillers. Si vous deviez définir ce qu'est une fiction et ce qu'est une série, qu'est-ce que vous diriez ? Une série, c'est quelque chose de très compliqué à imaginer au final. L'objectif d'une série, c'est de vous rendre accro. C'est de vous rendre dingue et de vous donner envie de voir tous les épisodes d'un coup, ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui avec le fameux binge-watching. L'objectif d'une série, c'est d'accompagner des personnages, de les voir évoluer. Et c'est ce qui est formidable, je trouve, dans cette façon de raconter des histoires. C'est vrai que dans un film, on a 1h30, et on fait des très beaux films, on a 1h30 pour raconter le destin de personnages. Là, on a une multitude d'épisodes, une multitude de saisons possibles si on réussit l'exercice. Et il n'y a que ça qui le propose, en fait, de raconter des histoires au long cours, d'avoir de multiples rebondissements, des personnages qui grandissent avec nous, qui évoluent. Et on a tous, enfin j'espère, en tête des séries qui nous ont marqués, avec lesquelles on a grandi, qui ont eu un impact sur notre vie. Donc voilà, la série, ça vraiment cet aspect, nous on appelle ça... c'est ce côté, c'est un mot affreux parce qu'on dirait un produit ménager, mais c'est récurrent, c'est-à-dire que ça revient à l'antenne, et c'est fait pour ça. C'est fait pour vous accrocher, vous donner envie d'aimer ces personnages et de les suivre dans plein d'aventures. Et la fiction ? La fiction, c'est un peu plus général. La fiction, ça englobe les séries, bien évidemment, et aussi les films unitaires qu'on peut faire, ou les mini-séries. Pour vous expliquer ce qu'est une mini-série, c'est par exemple ce qu'on a fait avec une série que vous avez peut-être vue qui s'appelait L'Amante, qui est donc une histoire... c'était avec Carole Bouquet et Fred Testo, l'histoire d'une tueuse en série et de son fils. C'est une histoire qui se déroule sur un nombre limité d'épisodes. C'est une histoire qu'on appelle très feuilletonnante, puisque rien n'est
bouclé à la fin des épisodes et qu'on a très très envie de savoir la suite. Voilà. Et quelles sont les différences entre les séries françaises et américaines? Parce qu'il y a quand même une assez grande différence dans la façon de décrire les scénarios, les personnages sont différents. Quels sont les... Alors, je dirais que ce qui fait la force aujourd'hui... En fait, il y a eu quand même une grande évolution de la fiction française ces dernières années. Beaucoup parce qu'on a été challengé dans notre façon de raconter des histoires et d'offrir des séries et des films à nos spectateurs. Évidemment, la multitude des chaînes qui est arrivée, tout d'un coup, on est passé de 6 chaînes à 27, et puis on est passé, il y a eu l'émergence des plateformes comme Netflix, Amazon, etc. Ça a fait que, et aussi toute la qualité des séries américaines que vous avez peut-être vues et qui vous ont donné l'appétit des séries, ça nous a beaucoup challengé pour se remettre en question et pour faire des séries de plus en plus audacieuses, de plus en plus ambitieuses. Je dirais qu'après, la spécificité des séries françaises, c'est qu'on parle de notre société, de notre époque, et qu'il n'y a pas l'exotisme du pays étranger. Et donc on est dans des choses beaucoup plus identifiantes souvent pour les spectateurs. Justement, quelles sont les problématiques ou les sujets sociétaux qui sont inclus dans les séries aujourd'hui, ou en tout cas les sujets auxquels vous faites attention? Alors, nous, notre objectif, c'est de parler de la société, de parler à nos contemporains, d'être dans l'air du temps et d'aborder des sujets sociétaux sans tabou. On le fait notamment beaucoup à travers nos films. Donc cette année a été très marquée par le succès de Jacqueline Sauvage, donc, qui racontait l'histoire très connue de cette femme battue pendant 47 ans par son mari et qui a fini par le tuer, qui est allée en prison, enfin bon, toute l'histoire qu'on connaît. Et on était très intéressés par le combat sociétal qu'il y avait derrière, sur la violence conjugale, sur la difficulté aussi de reconnaître que la légitime défense, c'est pas forcément à un moment, mais que ça peut être pendant une période donnée, parce qu'on est sous permanente menace. On a traité aussi de sujets comme le harcèlement scolaire, avec l'histoire de Jonathan Destin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeune collégien qui était harcelé à l'école et qui a tenté de s'immoler par le feu, qui s'en est sorti, heureusement, qui a sorti un très joli témoignage dont on a adapté l'histoire, et qui raconte effectivement la question qui pose la question du harcèlement à l'école, qui est multiplié par 10, par 100, par 1000 par rapport à ce qu'on a pu vivre, en tout cas moi, qui suis sans doute plus âgée, à notre époque, où il y avait déjà des questions évidemment de harcèlement, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les téléphones, ça s'arrêtait le soir quand on rentrait chez soi. Et voilà, donc là, on se sent une responsabilité de parler de sujets de société. C'était un très joli film avec Michael Youn et Camille Chamou, qui racontait cette histoire. Les thématiques qui nous intéressent aussi, on a par exemple raconté une très jolie histoire sur l'école et l'école inclusive et le handicap, avec un très joli film qui s'appelait Mention particulière, qui a été diffusé l'année dernière, avec Bruno Salomon et Hélène de Fougerolles, qui raconte l'histoire d'une jeune fille trisomique qui passe le bac. Qui raconte à quel point c'est difficile d'être différent, c'est difficile d'accepter la différence, c'est difficile de se faire une place dans la société et dans l'école, qui souvent finalement privilégie les destins tout droits et met un peu de côté les gens différents. Donc voilà, oui, ces thématiques-là nous intéressent, la thématique de la différence, beaucoup. Ce qu'on cherche à faire, c'est un peu être aussi, pas donneur de leçons, mais inspirant pour nos téléspectateurs, à raconter des beaux destins, à raconter qu'on peut être différent et être heureux et trouver sa place, et puis à aborder tous les sujets. Voilà. Je pense notamment
une série que vous allez bientôt retrouver si vous avez vu la première saison, qui s'appelle Les Bracelets Rouges, qui raconte le quotidien d'enfants malades à l'hôpital de façon très légère, joyeuse, et en même temps avec des enjeux très forts sur ces enfants, des enjeux de maladie, de vie et de mort quotidienne, et en même temps qui donne un formidable appétit de vivre et un formidable espoir de s'en sortir. Pour revenir à un aspect un peu plus technique, quelles sont les différentes étapes de fabrication d'une série ? Alors, entre le moment où un scénariste a une idée farfelue qui lui traverse l'esprit, qu'il la couche sur le papier, ensuite il commence par écrire un pitch ou un synopsis, c'est-à-dire quelques lignes ou quelques pages de son projet. Je vais vous prendre un exemple concret, ça va être plus simple. Vous avez peut-être entendu parler ou vu cette série qui s'appelle Balthazar avec Thomas Sisley, qui joue un médecin légiste. Et un jour, il y a une auteure qui s'appelle Clotilde Jamin qui a écrit dans son coin quelques lignes racontant l'histoire d'un médecin légiste qui parle aux morts, puisque quand il autopsie ces cadavres, il les voit en fantôme. Donc elle a écrit cette idée, et puis elle est allée voir son producteur qui a dit « Ah bah oui, ok, c'est une bonne idée, on va la développer, je vais te payer pour la développer. » Ils sont venus ensuite nous voir à TF1, ils nous ont proposé le projet. On en a débattu avec l'équipe éditoriale, c'est-à-dire avec les différents conseillers artistiques. On s'est dit, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que le personnage doit être comme ça? Est-ce qu'il doit voir les morts? Est-ce qu'il doit être... on s'est posé toutes les questions qu'on peut se poser. Et puis, on a dit, OK, banco, on y va. L'histoire nous paraît bien. On pense qu'on peut en faire une série. On a signé ce qu'on appelle une convention d'écriture. Et de là a commencé tout le travail d'écriture pour développer cette série. Donc là, c'est le plus long travail, c'est le travail de scénarisation. Et déjà, cette première étape avec les rendez-vous et tout, ça a duré combien de temps ? Ça prend facilement, entre le moment où on a l'idée et le moment où on écrit les scénarios, ça prend facilement une bonne année, quoi. Et puis à un moment, les scénarios étaient là, on s'est dit, voilà, on a envie d'y aller. Donc évidemment, c'est un gros engagement de la part d'une chaîne de signer le fameux chèque pour transformer les scénarios en film. Et puis là, on s'est dit, il nous faut un casting. Et donc, on a commencé à chercher qui pourrait incarner ce fameux médecin légiste. Je ne sais plus qui a eu l'idée lumineuse de proposer le rôle à Thomas Sisley, qui a eu l'idée lumineuse de l'accepter. On lui a ensuite trouvé une partenaire, Hélène de Fougerolles, et on est parti en tournage. Donc là, l'étape du tournage, il y a à la fois l'étape du casting, donc tout autour, construire les rôles. L'étape, il faut trouver un réalisateur, il faut trouver des décors, il faut choisir les costumes, choisir le look des uns, des autres, le maquillage, faire toute une série de repérages. Donc c'est tout ce qu'on appelle la préparation du film. Et puis il y a le tournage. Et ensuite il y a le moment où on monte le film, où on le visionne, où on fait des modifications, tout ce qu'on appelle la post-production, c'est-à-dire le mixage, le montage, l'étalonnage, jusqu'à la diffusion. Et pour revenir sur le tournage, la durée moyenne d'un tournage de série, c'est combien de temps ? Alors pour un épisode de 52 minutes, puisque c'est la moyenne aujourd'hui, on est sur une dizaine de jours. Ça va très vite. Et pour combien d'épisodes à peu près, par exemple, pour cette série Alors, puisqu'un épisode, c'est 10 jours, pour 6 épisodes, ça fait une 60aine de jours. Voilà. Donc ça fait environ 3 mois de tournage. Et donc de A à Z, cette série-là, par exemple, c'était combien de temps Je pense qu'en tout, on peut dire 2 ans. C'est le maximum, ou il y en a d'autres qui il y en a qui prennent beaucoup plus de temps. Ça dépend en fait de la création, ça dépend de plein de paramètres. Parfois, on a un très bon projet, mais on n'a pas le casting dont on rêve. Donc ça peut prendre du temps. Je me souviens notamment d'un très beau film qui s'appelait « Après moi le bonheur »,
qui racontait, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, qui racontait l'histoire vraie de Marie-Laure Picat. C'est une femme qui était atteinte d'une maladie incurable, qui savait qu'elle allait mourir. Elle avait 4 enfants. C'est une histoire vraie. Hein. Et elle voulait absolument qu'ils soient placés dans la même famille d'accueil avant de mourir. Et finalement, dans notre société, on ne peut pas choisir ce que deviendront nos enfants après notre mort. Et ça racontait cette histoire. Et on avait un scénario formidable. On a mis longtemps avant de trouver le casting idéal, qui a été finalement trouvé, puisque c'est Alexandra Lamy qui l'a interprété remarquablement. Mais parfois, un scénario peut rester un moment sur les étagères jusqu'à ce qu'on trouve le bon rôle. Parfois aussi, ça a été le cas de La Menthe, l'élaboration du scénario, c'était donc une histoire un thriller, une histoire de tueur en série très compliquée. L'élaboration du scénario a été extrêmement longue. On a mis, je crois, 4 ans avant d'être satisfait des textes. Et parfois, ça va beaucoup plus vite. Pour revenir sur le scénario, quelles sont les règles à respecter ou quelles sont les astuces pour avoir un bon scénario et quand est-ce qu'on sait qu'on tient un bon scénario ? Alors, en fait, le scénario, déjà, c'est avant tout une bonne idée, c'est avant tout beaucoup de créativité et c'est avant tout une motivation très personnelle qui vous fait dire « je tiens une bonne histoire ». Après, le scénario, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de... Sans cesse, on revient, sans cesse, on recommence. C'est aussi un outil, en fait, le scénario. C'est une œuvre en mouvement, c'est-à-dire que ce n'est pas une œuvre finalisée. Évidemment, on édite aujourd'hui les scénarios de François Truffaut, mais avant tout, c'est un outil. C'est-à-dire qu'on écrit un scénario pour ensuite le donner à un réalisateur, pour ensuite le donner à un directeur de casting, à un producteur, à une chaîne, à des comédiens. Donc c'est un outil qui passe de main en main. Et donc, pour ça, on doit avoir une espèce de langage commun. Donc, c'est vrai que les scénarios sont assez codés. La marge d'un côté, les personnages, etc. C'est une écriture aussi assez neutre, parce que le principe d'un scénario, c'est que tout ce que vous racontez va être vu, suggéré souvent, mais doit être vu et interprété. Donc, quand vous mettez dans un scénario le personnage rougi, le comédien, souvent, il vous appelle et vous dit alors là, je dois rougir, explique-moi exactement. Finalement, il y a beaucoup de choses qui doivent être très concrètes. C'est une écriture très concrète. Pour après avoir un bon scénario, il n'y a pas de recette parce qu'il y a 1000 scénarios possibles. Simplement, il faut avoir une très forte conviction et une très forte force de conviction. Puisque le principe d'un scénario, c'est qu'ensuite, vous devez aller convaincre des producteurs, des chaînes de transformer votre scénario en film. La consommation de séries a considérablement augmenté ces derniers temps. Est-ce que des chaînes comme TF1 voient Netflix comme une énorme concurrence ou est-ce que c'est un tremplin, c'est une façon de rebondir ? C'est surtout un gros challenger pour nous, Netflix. C'est-à-dire que on est, franchement, à TF1, on est exactement comme tous les consommateurs de séries. Moi, je passe... je ne devrais pas dire mes nuits, mais je passe quand même pas mal de temps sur ma tablette le soir avec mon casque devant Netflix, devant des séries d'autres plateformes. J'en consomme énormément. Je consomme aussi beaucoup de séries françaises. Je consomme, voilà, comme peut-être vous, beaucoup de séries. Et on en tire beaucoup d'inspiration. Et c'est aussi très challengeant pour nous. C'est-à-dire qu'on voit bien, et je pense notamment aux jeunes générations, à quel point la consommation de séries, il y a une époque où on se mettait devant la télé, on avait quelques chaînes, on n'avait pas trop le choix, on regardait ce qu'il y avait. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc tous les matins, on se remet en question, on se dit comment on va attirer le public, comment on va faire que le public qui a un choix immense entre le streaming, entre les plateformes, entre toutes les chaînes qui existent, comment on fait pour qu'ils viennent voir nos programmes. Et donc, on se remet beaucoup en question. Donc, on ne le voit pas vraiment comme un concurrent. Parfois, en plus, on est partenaire. On le voit plutôt comme une immense opportunité de se remettre en question et d'offrir le meilleur à nos téléspectateurs. Et on voit aussi que plus on a de l'audace, plus on est ambitieux, moins on est tiède, plus ça marche. Quand on a fait
Pour revenir sur l'exemple des bracelets rouges, qui a été un gros succès d'audience et je dirais d'estime, c'était un pari quand même pour TF1 de mettre à l'antenne des ados. Déjà, en général, on raconte toujours l'histoire de ménagères de moins de 50 ans, comme on le dit de façon un peu caricaturale, des ados sans cheveux, parce qu'ils sont à l'hôpital, amputés, parce que parfois ils étaient en fauteuil roulant, ils avaient été atteints de graves maladies, et en même temps des histoires extrêmement fortes, belles, pas larmoyantes, qui vous donnent envie de sortir, d'embrasser vos proches et de vous dire dans la vie on peut avoir des difficultés mais on peut s'en sortir sans être non plus cucu et face à une concurrence dingue. Et et on a fait des très grands succès, notamment auprès du jeune public qui est si éduqué en matière de séries, si exigeant, si intransigeant. Voilà, donc preuve en est qu'on peut y arriver. Justement, comment on fait pour s'adapter à différents publics? Est-ce qu'on écrit, est-ce qu'une série vise un type de public ou est-ce que vous essayez de cibler différents publics sur une même série? Alors, TF1, c'est une chaîne privée donc, qui vit de ses recettes publicitaires. Donc, notre objectif, c'est de toucher un maximum de public, bien évidemment. Ensuite, on est une chaîne généraliste, c'est-à-dire qu'on s'adresse à toute la famille. Ensuite, ceci dit, c'est vrai que notre objectif aujourd'hui, c'est de s'adresser avant tout aux femmes et aux jeunes. Et c'est de rajeunir notre audience pourquoi ? Tout simplement parce que le public de demain, c'est les jeunes. Et le public de demain qui va regarder des séries sur Netflix, il peut aussi venir les regarder chez nous. Voilà. Et dans une période comme la nôtre où on vit beaucoup sur le mouvement du féminisme avec les mouvements comme MeToo, est-ce que vous êtes un peu récalcitrant à mettre en avant ce genre de thématique ? Quel est votre point de vue là-dessus ? Est-ce que vous pensez avoir un rôle à jouer ? On a un rôle énorme et on le prend très à cœur. D'autant plus qu'on est tout à fait conscient de l'impact que nos séries et nos programmes peuvent avoir sur le public. Et pour beaucoup de gens, la télé, c'est un peu le seul média auquel ils ont accès. Donc on en est extrêmement conscient. On se dit surtout qu'on a un rôle à jouer dans la représentation de la femme. Pour le coup, on n'est vraiment pas les derniers parce que la plupart de nos héros sont des héroïnes dans la représentation de la femme, dans la représentation du rapport homme-femme, du sexisme qui peut avoir lieu. C'est des sujets qu'on traite beaucoup, notamment dans nos séries. Quand je dis nos séries, c'est-à-dire dans nos séries policières notamment. Et après, c'est vrai qu'on a mis en scène pas mal de femmes extrêmement libérées, extrêmement fortes. Je pense à Sam, qui est cette fameuse prof insolente, qui a une vie extrêmement libre, qui s'en fout du regard des autres, qui est une excellente prof, mais avec ses méthodes à elle, c'est un peu la Dr House du collège. Je pense aussi à un personnage comme celui d'Emmanuel Seigné dans Insoupçonnable, la série Insoupçonnable qui racontait donc l'histoire de ce tueur en série incarné par Melville Poupeau, que Emmanuel Seigné essayait d'attraper, qui était aussi un personnage extrêmement libre, qui déjouait un peu tous les codes et tous les clichés qu'on peut avoir sur les personnages féminins dans les séries. Et vous, à titre personnel, c'est un métier qui est plutôt masculin. Dans votre parcours, est-ce que vous avez eu du mal en tant que femme à vous faire écouter, à vous faire entendre, à vous imposer ? Alors, pour être tout à fait honnête, l'ensemble du métier de la production audiovisuelle est plutôt masculin. Les réalisateurs sont souvent des hommes. On a très peu de réalisatrices femmes, et c'est d'ailleurs dommage. Les techniciens sont souvent des hommes. En revanche, honnêtement, dans mon équipe, on n'est quasiment que des femmes. Je cherche même souvent à recruter des hommes pour essayer d'équilibrer.
Et je dirais que et chez les scénaristes, c'est relativement équilibré. En revanche, il y a toute une génération, et notamment chez les productrices, de femmes productrices qui se sont battues pour s'imposer, qui se sont battues pour trouver leur place. Oui, ça c'est vrai. Pour revenir sur votre premier métier de scénariste, comment fonctionne l'écriture d'un scénario? Comment on trouve l'imagination? Comment on imagine son personnage? Comment on imagine le déroulement des événements de l'histoire? L'écriture d'un scénario, ça commence quand même par vivre, par être dans la vraie vie. Par s'inspirer de ses expériences personnelles, par aller au cinéma, regarder des séries, avoir une vie. Je dirais que quand même, c'est souvent, moi je me souviens quand j'étais scénariste, la terreur de tous les scénaristes, et moi je pense que ce n'est pas mal il fallait que je sois au pied du mur et je fonctionnais beaucoup, un peu comme à l'école. J'attendais le dernier moment pour m'y mettre, le dernier moment du rendu pour m'y mettre. Il fallait que je sois au pied du mur pour écrire. Mais avant, finalement, le temps qu'on passe à flâner, à dire oui, je travaille, en fait, on surfe sur Internet ou à faire toute autre chose qu'écrire, c'est aussi là qu'on trouve son inspiration. Ensuite, une fois qu'on commence à écrire, mine de rien, encore une fois, c'est une écriture assez technique où on passe par différentes étapes qui sont déjà, il faut trouver un concept, une bonne idée. Il faut être sûr, parce que tout le monde peut avoir une bonne idée. Ensuite, ce qui est compliqué, c'est de la mettre sur le papier et c'est d'aller jusqu'au bout de sa bonne idée. Et je dirais que d'ailleurs, c'est ce que j'ai appris le plus en étant étudiante et en écrivant des scénarios pour mes profs, c'était de terminer son scénario. Et je me souviens que quand j'étais ado, je me disais, je vais écrire un livre, je vais écrire. Et puis j'écrivais quelques pages, j'avais l'impression d'avoir une bonne idée, puis au final, on la laisse tomber. Et la vraie différence quand on veut vivre de ce métier, c'est qu'on doit terminer et qu'on doit recommencer et recommencer et recommencer. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, il faut créer des personnages et ensuite il y a toute une série d'étapes assez codées parce qu'on vit aussi beaucoup en relation avec son client qui est le producteur et la chaîne, d'étapes qui sont ce qu'on appelle dans notre jargon la Bible, où on imagine le concept de la série, la description des personnages, à quoi va ressembler un épisode, à quoi va ressembler une saison, comment on imagine que les épisodes vont se succéder, etc. Et puis, toutes ces étapes qui sont le synopsis, qui est donc un espèce de résumé d'un épisode, et puis ce qu'on appelle les séquenciers, c'est-à-dire le squelette, séquence par séquence, d'un épisode, et enfin les versions dialoguées qui peuvent être très 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 nombreuses jusqu'à ce qu'on soit content. Et encore une fois, c'est vraiment on a toujours quand on écrit un livre, par exemple, on l'écrit et puis on a un éditeur qui va vous faire des modifications, etc. Là, c'est un outil de travail, le scénario. Donc on doit à un moment être capable de le donner aux personnes qui vont travailler à partir de ce scénario pour faire un film. Est-ce que par exemple les dialogues, c'est pas le scénariste qui... Si, alors ça dépend. Parfois il y a des dialoguistes. C'est des métiers aussi où chacun trouve un peu son talent et sa spécificité. En France, souvent les auteurs écrivent jusqu'au bout leur scénario. Parfois il y a des dialoguistes, c'est-à-dire qu'ils sont très bons pour donner de la vie aux personnages, pour ancrer les histoires dans la vie, et puis il y en a d'autres qui sont bons pour imaginer des histoires, avoir des concepts fous, ou d'autres pour structurer. Donc effectivement, oui, le dialoguiste peut être différent du scénariste. Et puis aussi, l'écriture du scénario, c'est souvent une écriture en atelier, où on se réunit à plusieurs pour imaginer la création d'une série.
Donc on est autour d'une table, on discute ensemble de ah ouais, moi je pense qu'il pourrait faire ça, et puis on pourrait imaginer ça, etc. C'est extrêmement stimulant et ça nous sort aussi de la solitude de l'écriture. Et pour notamment l'écriture de télé et l'écriture un peu industrielle, c'est-à-dire quand on doit livrer un grand nombre d'épisodes à une chaîne, très souvent on passe par cette étape d'atelier qui est chez les Américains extrêmement développée et qui permet une meilleure créativité d'ailleurs. Et par exemple, pour expliquer un peu toujours le travail d'écriture, pour Maison Close, ça s'est passé comment? L'idée, comment vous l'avez eue, comment vous avez commencé à... Alors, Maison Close, donc c'était une série que j'ai écrite avec ma co-scénariste Clara Bourreau. Ça s'est passé, en fait, c'est pas nous qui avons eu l'idée, c'est le producteur qui avait eu l'idée, qui avait commandé une première version dont il n'était pas content. Et il nous a appelés. À l'époque, on était jeunes scénaristes, on s'est même demandé pourquoi il nous appelait. Et puis, ça a été un travail, je me souviens d'une année passée à lire des témoignages de prostituées. Franchement, à lire des témoignages de prostituées du 19e siècle, puisque l'histoire se passait dans une maison close au 19e siècle, à se plonger dans cette époque, à se plonger dans la vie de ces femmes. Et franchement, c'était passionnant. Et ensuite, c'est toute une construction, une architecture à mettre en place. On a imaginé des personnages, on a imaginé la vie dans cette maison. Finalement, c'était des femmes qui étaient contraintes quand même d'être là. On s'est dit comment on entre dans cette maison, comment on va... quel va être notre point d'entrée? Souvent, ce qu'on cherche à faire, c'est à accompagner le téléspectateur, à le prendre par la main pour le faire pénétrer dans un univers. Je prends un autre exemple que je n'ai pas écrit, qui est chez France Télé, mais regardez 10%. Si vous l'avez vu, on a pris le parti de raconter le destin de cette jeune fille qui pénètre dans cet univers qui nous est inconnu, qui est la vie d'une agence de talent. Là, c'est pareil, on s'est dit on va partir du point de vue de cette jeune fille qui se retrouve coincée là malencontreusement par un type qui à l'époque, c'est vrai, faisait beaucoup ça, c'est-à-dire qu'il traînait à la gare, il repérait des jeunes filles qui avaient l'air un peu désœuvrées ou qui venaient pour devenir bonnes ou qui montaient à Paris pour trouver un travail. Il les séduisait et puis finalement, elles se retrouvaient coincées dans une maison close. Ayant eu le gîte et le couvert, elles se retrouvaient à avoir une dette. Et pour la rembourser, on leur disait tu dois te prostituer. Et finalement, elles se retrouvaient dans cet engrenage-là. Et une fois qu'elles étaient un peu, je cherche le terme, alors c'est pas le bon, mais salies, elles se retrouvaient coincées avec une dette qui augmentait parce qu'elles devaient manger, elles devaient s'habiller, etc. Puis elles se retrouvaient coincées. Donc on avait pris le parti de raconter le destin de cette jeune fille qui se retrouvait coincée dans cette maison. Et petit à petit, on a imaginé tous les personnages autour, le personnage de la tenancière, le personnage de la prostituée en titre qui... un peu la star prostituée qui a évidemment été une espèce de galante qui, elle, rêvait de s'échapper. Et voilà, petit à petit, on a imaginé tous ces personnages. Qu'est-ce qui fait un bon personnage ? Ce qui fait un bon personnage, c'est différent de ce qui fait un bon héros. Ce qui fait un bon personnage, c'est comment on peut... c'est comment on le comprend. C'est-à-dire que même un méchant, on doit le comprendre, on doit avoir... on doit comprendre ses motivations, il doit avoir on doit avoir pas forcément de l'empathie pour lui, mais on doit pouvoir se mettre à sa place. Ce qui fait un bon personnage, c'est que, pas forcément qu'on l'aime, mais c'est qu'on peut le comprendre. Voilà. Par exemple, un méchant qu'on comprend très bien. Eh ben, je vais vous citer l'exemple de La Menthe, que vous avez peut-être vu ou pas, et qui raconte donc La Menthe, pour reprendre le pitch. Et là aussi, c'est un scénariste qui a eu une idée un jour un peu folle. Il est venu nous voir et nous a dit voilà, je voudrais raconter l'histoire d'une tueuse en série qui est en prison depuis 20 ans.
Il a d'une tueuse en série, donc en prison depuis 20 ans pour des crimes abominables, qui a eu un fils. Son fils est devenu flic. Et au moment où commence l'histoire, des crimes sont reproduits à l'identique des crimes qu'elle pratiquait, parce qu'elle avait une méthode très particulière pour tuer ses victimes. Et la police se retrouve démunie, se dit que la seule façon d'arrêter ce qui est donc un copycat, c'est de lui demander de l'aide, et elle accepte à la seule condition que son fils, donc c'était Carole Bouquet, la tueuse en série, que son fils devenu flic et qui la déteste, parce que lui, il s'est rendu compte que sa mère l'avait abominablement trahi, que sa mère qu'il collabore avec sa mère. Et donc à partir de cette idée, on s'est dit, bah oui, il faut donc mettre en scène, au-delà d'une traque, d'un tueur, et au-delà d'un thriller, ce qu'on veut raconter, c'est une mère qui va renouer avec son fils. Une mère épouvantable, elle est tueuse en série, mais qu'on va, incarner par Carole Bouquet, qu'on va devoir aimer. Et un bon méchant, c'est ça. C'est-à-dire que désespérément, en fait, tout en se disant elle est quand même terrible, on la comprenait, et désespérément, on avait envie qu'elle renoue des liens avec son fils. Et qu'est-ce qu'il est plus facile de créer comme personnage, un bon méchant ou un bon gentil ? Tout est difficile. Les bons méchants, c'est dur. Hein. Un bon méchant, ouais, c'est ce qui est le plus difficile. Parce qu'un bon gentil, au final... Alors, ce qu'on essaye aujourd'hui, en plus, c'est d'avoir des personnages complexes, avec des aspérités, avec des failles, qui sont pas si lisses qu'on peut l'imaginer. Donc, créer un bon personnage, c'est difficile, qu'il soit gentil ou méchant, c'est tout aussi compliqué, je crois. Donc après le travail d'écriture, le scénario est donné à un producteur qui va du coup le produire avec un tournage. Comment se passe, est-ce qu'il y a un travail commun fait avec le scénariste et avec l'équipe du tournage, ou est-ce que du coup le scénariste n'a plus rien à faire Alors, en fait, quand ça se passe bien, et dans la plupart des cas, on essaye que ça se passe bien, en fait, le scénariste est hyper nécessaire sur un tournage. Pas forcément sur place. Déjà, pendant toute la période de préparation, je vous donne un exemple. Vous imaginez une bataille, vous vous dites, ouais, là, il y a 3000 soldats, et puis des tanks, et puis des avions. Puis le producteur vous appelle, vous dit, j'ai pas le budget, donc est-ce que tu peux réduire un peu ta scène tout en ayant la même intensité ? Donc de là, déjà, entre le fantasme qu'on peut avoir et ce qu'on va raconter au final, il faut trouver un équilibre pour qu'on raconte la même chose, mais avec des ambitions moins folles. Et ensuite, le scénariste, oui, il est ultra nécessaire déjà parce que le comédien, il lit sa scène et il comprend pas. Donc il vous appelle, il vous dit, là, t'as dit ça, mais j'arrive pas à me le mettre en bouche, est-ce qu'on peut le revoir ensemble ? Oui, il comprend pas l'intention de la scène. Donc le scénariste, il est toujours finalement pas très loin. Et puis ensuite, l'équipe, le réalisateur peut avoir des questions, dire mais comment on pourrait réécrire cette séquence ? Finalement, on l'avait imaginé dans un bureau, mais là, moi j'ai envie que ça se passe dehors, que j'ai envie de rajouter un personnage, ta scène n'a pas assez d'intensité, comment on peut la muscler ? Donc le scénariste, il est un peu toujours présent. Oui, sur un tournage, il est en général très disponible. Et puis, de plus en plus, les créateurs de séries deviennent producteurs artistiques. Aux États-Unis, on appelle ça showrunner. Ça arrive de plus en plus en France. Les exemples, je vais vous donner la reine, la queen, c'est Shonda Rhimes. Elle est devenue... c'était à l'origine une scénariste et qui a créé Grey's Anatomy, qui a créé How to Get Away with Murder, etc., créé des grandes séries et qui est devenue productrice de ces séries. Et c'est le meilleur exemple, c'est-à-dire que le scénariste, il est quand même au cœur de la création et du processus artistique, et souvent, il tient ces séries jusqu'au bout. C'est le cas chez nous avec, par exemple, avec Clotilde, dont je vous parlais tout à l'heure, Clotilde Jamin, qui a créé Balthazar, qui est à la fois scénariste et productrice artistique de sa série. Et c'est ce qui donne les meilleures séries en vrai. Donc oui, le scénariste, il est jamais très loin.
Et même au montage, là je sors du montage des Bracelets Rouges, qui est en cours de finalisation, et ben on s'est dit oula, mais en fait il faut qu'on appelle le scénariste parce qu'il faut qu'il nous écrive encore des séquences qu'on va encore un peu modifier. Donc oui, il est là finalement tout au long du processus. Vous avez parlé de beaucoup de métiers là, différents. Pour la création d'une série, il y a combien de corps de métiers différents, combien de personnes? En fait, le scénariste, c'est un peu la première personne qui est au démarrage avec le producteur, évidemment, qui va chercher des idées, chercher des auteurs, leur commander des projets, mais c'est la première personne au démarrage d'une immense industrie par laquelle donc il y a le scénariste, le producteur, le réalisateur, l'assistant réalisateur, le deuxième assistant réalisateur, le stagiaire, toute l'équipe donc de la réalisation, toute l'équipe de la régie. Donc la régie, c'est les gens qui vont organiser la vie sur un plateau, qui vont penser que entre les prises, il faut boire un café, se réchauffer, qui vont trouver des locaux pour qu'on puisse s'abriter entre les tournages, etc. Il y a toute l'équipe de la déco. Quand on imagine un scénario, on imagine des lieux. Alors soit on les construit, on construit des décors, soit on arrive ici, on se dit ah ouais, cet endroit est génial, mais bon, il va falloir revoir, on va repeindre, on va mettre du parquet, on va faire je sais pas quoi. Il y a sans arrêt des métiers qui apparaissent, en fait, les maquilleurs, les costumiers. Avant, on imagine les habilleuses. Il y a tout un tas de métiers qui arrivent en cours. Les accessoiristes, il faut, tout d'un coup, on se dit, il faudrait quand même des micros. Et vous avez pensé aux micros, les verres. Il y a effectivement tout ça. À partir du scénario, il y a des gens qui vont derrière y penser. Et puis, tout ça, c'est pour l'étape du tournage et de la préparation. Ensuite, il y a les monteurs, il y a, évidemment, je ne vous ai même pas parlé des chefs opérateurs qui mettent en scène, qui trouvent la bonne lumière, des caméramens, des ingénieurs du son. Voilà, il y a une multiplicité des scripts, une multiplicité de métiers sur un tournage, et ensuite, derrière, une multiplicité de métiers dans ce qu'on appelle la post-production, les monteurs, les chefs monteurs, les mixeurs, les étalonneurs, sans compter, ne serait-ce que nos métiers à nous, à TF1. Derrière, il y a tout ce qui se passe après, tout ce qui se passe quand on a le film, quand on doit en faire la promotion, quand on doit le diffuser, quand on doit le programmer. Il y a une équipe entière à TF1 qui se charge de trouver le meilleur moment pour programmer les films par rapport à la concurrence, par rapport à l'hiver, l'été. Enfin bon, il y a 1000 métiers qui rentrent en compte, jusqu'au marketing, jusqu'à la régie pub qui va vendre nos programmes et avoir des annonceurs qui vont venir faire de la pub pendant les coupeurs pub. Ça fait plusieurs centaines de personnes. Ah mais c'est dingue, franchement, ouais. Il y a beaucoup de métiers qui arrivent juste à partir d'un simple scénario. Ouais. Et entre le moment du tournage et de la diffusion, il se passe à peu près combien de temps ? C'est assez variable. Ça peut, je dirais, entre 6 mois, 1 an. Assez variable. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je suppose qu'il y a beaucoup de fans de séries parmi vous. Est-ce qu'il y en a certains qui ont des questions à poser ? Moi, j'ai une question en fait concernant ce que vous expliquiez tout à l'heure sur l'importance des enjeux en fait auxquels on fait face aujourd'hui. Est-ce que justement avoir des noms comme Carole Bouquet ou Fred Testo ou autres dans les séries, c'est un moyen d'attirer justement le téléspectateur vers ce projet à vous dans la fiction? Et est-ce que c'est possible d'avoir aussi ces noms-là pour les projets? Oui, bien évidemment. C'est comme au cinéma, en fait, quand on fait une série, on essaie d'avoir un très beau et fort casting. C'est pas le secret de la réussite d'une série. Mais c'est vrai que c'est toujours... D'abord, ce sont des grands talents qu'on a envie de faire venir sur notre antenne. Et c'est un plus, forcément.
Aujourd'hui, des séries, alors je sais pas, je vais vous citer quelques exemples. Une série comme Munch, par exemple, elle repose sur la virtuosité des textes et la galerie de personnages qu'on a créée, et aussi sur le talent d'Isabelle Nanty qui est venue incarner cette avocate. Oui, bien sûr, c'est important un casting. Est-ce que c'est plus facile de convaincre aujourd'hui? Oui. Ouais. Oui. Alors franchement, aujourd'hui, d'abord, les frontières entre la télé et le cinéma se sont considérablement amoindries. Et il est beaucoup plus facile pour les comédiens de passer... je prends l'exemple d'Alexandra Lamy qui passe assez facilement du cinéma à la télé sans avoir l'impression de venir au cinéma de venir à la télé par défaut. Aujourd'hui, il y a presque... Alors là, je parle un peu pour ma paroisse, mais il y a énormément de créativité en télé. Et finalement, c'est presque plus facile de venir défendre un rôle très fort qu'on ne leur aurait pas forcément proposé au cinéma. Ouais. Et notamment pour les femmes, qui donnent vraiment la part belle à la télé. Plutôt la télé donne vraiment la part belle au rôle de femme, ce qui n'est pas toujours le cas au cinéma. Ouais. Et est-ce que c'est aussi parce qu'il y a beaucoup plus d'engagement politique et sociétal maintenant dans les séries, ce qui était peut-être un peu moins le cas avant? Oui, alors c'est vrai que par exemple, quand Muriel Robin est venue jouer Jacqueline Sauvage, elle avait vraiment un engagement très personnel, elle s'est mobilisée énormément pour ce rôle et pour cette cause. C'est vrai qu'on donne aussi la possibilité à des comédiens et des comédiennes de défendre des causes et des rôles très forts. Ça a été le cas aussi pour l'histoire du harcèlement scolaire, ça a été le cas pour Alexandra Lamy. C'est vrai qu'on s'engage de plus en plus sur des sujets sociétaux très forts. Moi, j'avais une question plus sur l'équilibre que vous avez à la programmation entre les acquisitions et justement les productions originales. Ouais. Comme vous le dites, j'imagine que ça doit correspondre à un budget qui est quand même énorme entre l'idée, l'aboutissement, puis sur des stratégies à plus ou moins long terme, vu que ça s'étale sur des années. Comment est-ce que vous collaborez? Est-ce que TF1 a une stratégie justement de toujours plus produire des projets maison ou est-ce que c'est un peu une bataille de chapelle? Alors, c'est pas du tout une bataille de chapelle, mais c'est deux choses très différentes et qui correspondent à deux appétits très différents du public. C'est vrai que TF1 fait partie des chaînes qui ont toujours été identifiées parce qu'elles offraient toujours le meilleur des séries américaines. Alors, je me souviens, c'est Lost, c'est Dr House, le meilleur des séries mainstream. C'est Dr House, c'est Grey's Anatomy, c'est toutes ces séries qui sont très, très fortes et tout en ayant toujours privilégiant aussi beaucoup la création française. Ça correspond à même des cases de diffusion très différentes puisque c'est pas les mêmes jours de la semaine et franchement c'est pas du tout une bataille de chapelle, c'est un investissement très différent, très lourd dans les deux cas et qui correspond à des goûts du public complémentaires mais différents. Et c'est vrai que la fiction française, plus que jamais en plus a le vent en poupe, on le voit pas que sur TF1, les fictions françaises marchent très bien aujourd'hui. Il y a un vrai appétit du public. Il y a aussi, je pense, une maturité dans la création des séries françaises aujourd'hui qui n'y avait peut-être pas il y a quelques années, qui fait que il y a un appétit vraiment du public. Donc, on y répond. J'ai une question sur le profil des conseillers artistiques. Ouais. Vous dites que vous avez fait la Félice, mais j'imagine qu'il y a d'autres... Alors, j'allais dire, je suis une exception. Je crois que ouais. En fait, c'est des profils très différents. Je dirais que ce qui les lie tous, c'est deux choses. C'est d'une part d'être passionnés de séries et de télé. Et on a tous des gens... Alors, je prends toujours l'exemple de... est-ce que la nuit, tu regardes des séries sur ta tablette, dans ton lit? Je crois que toute l'équipe, c'est le cas. Donc, c'est vraiment des passionnés de séries et des gens ambitieux pour la création et pour créer toujours des séries un peu plus
ambitieuses, un peu plus audacieuses, voilà. Et ensuite, le point commun, on a des parcours extrêmement différents. On a une conseillère artistique qui était cadre chez Danone, qui à un moment a décidé de changer de vie, qui est devenue scénariste, comme moi d'ailleurs, et qui est arrivée chez TF1. On a des gens qui étaient directeurs littéraires ou producteurs qui sont arrivés chez nous. On a des anciens auteurs, on a un ancien comédien qui est comédien et auteur. On a des profils très différents. En général, c'est des profils plutôt artistiques. On a aussi des gens qui viennent de l'interne de TF1. Donc il y a par exemple quelqu'un qui vient des flux. Et qui s'occupait de l'émission Quotidien, par exemple. On a quelqu'un qui vient de la jeunesse, la fiction jeunesse chez nous, qui est très importante aussi. Voilà, on a toujours des profils assez artistiques, mais très différents, et c'est ce qui fait aussi la richesse de l'équipe. Il n'y a vraiment pas de profil stéréotypé, et il n'y a pas de diplôme pour ce métier, en fait. Est-ce que l'émergence des plateformes a fait augmenter le volume de production ? Non. Ça n'a pas fait augmenter le volume de production. En revanche, encore une fois, c'est challengeant pour nous en termes éditorial. Est-ce que les séries sont pensées sur plusieurs saisons ou à chaque fois vous avez une vague d'audience pour... Alors, en fait, quand on déniche une bonne série, on imagine toujours qu'elle va durer le plus longtemps possible. Ensuite, on la pense sur une saison parce que c'est même naturel. On est hyper insatisfait quand une saison n'est pas bouclée et qu'on doit attendre un an pour voir la suite. Donc, on fait toujours ce qu'on appelle dans le jargon un cliffhanger pour tenir en haleine les spectateurs qui aient envie de revenir l'année d'après. Mais on les pense en saison. Ensuite, on réfléchit toujours au potentiel. Encore une fois, ce mot affreux de récurrence, c'est-à-dire au potentiel qu'a la série pour tenir sur le long terme. C'est très différent de quand on imagine une mini-série où là, on sait qu'on va raconter une histoire sur 6, 8 épisodes, mais qu'elle va commencer au début et se terminer à la fin. Voilà. Et du coup, c'est une pression commerciale. Si par exemple une série, les premiers épisodes ne fonctionnent pas sur le cadre, ah bah ouais, c'est une grosse pression. Ça vous est déjà arrivé du coup d'avoir pensé une série sur plusieurs saisons et de... Alors on la pense sur plusieurs saisons, mais on l'écrit sur une seule saison. Et en général, ce qu'on fait, parce qu'après, ce qui est très important aussi pour le public, c'est de respecter des rendez-vous. C'est-à-dire qu'on se dit, à telle période de l'année, c'est Clem, à telle période de l'année, c'est les bracelets, à telle période, c'est profilage. Donc, on travaille beaucoup en amont l'écriture de façon à être prêt à tourner dès que la saison a été diffusée. Donc oui, on les travaille évidemment en amont. Vous aviez une question ? Ouais, moi j'avais une question par rapport à la différence entre le métier de directeur artistique et de producteur. Ça me paraît... Ah oui, alors c'est très différent en fait, et en même temps pas tant que ça, mais c'est très différent. Un producteur, son métier, c'est d'être un chef d'orchestre, c'est d'engager, de prendre des risques financiers, d'engager un réalisateur, d'engager une équipe technique, de venir proposer des projets à un client, de démarcher des clients, qui sont donc les chaînes ou maintenant les plateformes, et de leur proposer des projets. Et nous, on est éditeurs, c'est-à-dire qu'on diffuse. Ensuite, on est partenaire du producteur, on investit. C'est nous qui investissons l'argent dans la série. Mais donc, parfois, vous pouvez être producteur. Oui, on est coproducteur de nos séries. Vous travaillez toujours avec un producteur. Absolument. D'accord, ouais. C'était ça. Du coup, comment ça s'articule ? Parce que vous devez un peu vous marcher. Non, pas vraiment. En fait, nous, on est comment dire ? On est à la fois là sur toutes les étapes, hein, et on est client. On est éditeur, en fait, quelque part, du contenu. Le producteur, il vient avec une force de proposition. On en débat beaucoup
avec lui, on est partenaire et on cherche la même chose, c'est-à-dire la meilleure série possible. Après, pour caricaturer, on lui donne de l'argent pour qu'il fasse une série. Et ensuite, on travaille ensemble, main dans la main, pour que la série soit la meilleure possible pour lui, comme pour nous, et surtout pour notre public. Mais les décisions sont souvent prises, sont toujours prises en commun. Déjà, moi, institutionnellement, je trouve ça super bien. Ah, ça me fait plaisir. Pour rebondir du coup sur cette question, j'ai l'impression que vous parlez beaucoup de producteurs, de scénaristes qui viennent avec des idées. Est-ce que parfois vous avez des briefs que vous envoyez, je ne sais pas qui, parce que vous n'avez pas de scénariste interne? Non. En fait, tout le métier que je vous ai décrit, c'est tout ce qui est l'accompagnement des projets. Mais il y a une autre partie de notre job qui est d'imaginer la ligne éditoriale de notre chaîne. Et ça, c'est un travail aussi quotidien qui consiste évidemment à faire un peu une veille internationale, à se dire quelles sont les grandes tendances, une veille sociétale aussi en se disant quelles sont les préoccupations de nos contemporains aujourd'hui, et quels sont effectivement les grands mouvements de société, quels sont les grands sujets dans l'air du temps, etc. Et d'essayer d'y coller ou de s'en inspirer pour créer des personnages identifiants. Et donc tout ça, ça constitue un peu la création de la ligne éditoriale de TF1 qu'on élabore donc dans l'équipe artistique. Et oui, on a des envies du coup. Forcément. Donc, souvent, une grande partie de mon job et du job de mes collaborateurs, c'est de discuter avec les producteurs et les scénaristes et de leur dire on aimerait vraiment faire une série fantastique. On aimerait bien faire une série, raconter. Parler des nouvelles familles, des nouveaux modes de rencontres, voilà. Donc très souvent, on est demandeur de sujets ou par exemple, au moment de Casa de Papel, on s'est dit tiens, nous aussi, on aimerait bien faire un Casa de Papel, par exemple. Donc on en a beaucoup parlé aux producteurs. Donc oui, on est évidemment demandeur. Ensuite, on n'est pas créateur. C'est là toute la limite de notre travail, ce qui fait aussi que on est en étroite collaboration et on ne fait pas exactement le même métier que les auteurs ou les producteurs. Moi, juste une question sur les producteurs, les modes de production qui proposent en fait les projets de la chaîne, c'est souvent les mêmes? On essaye de s'ouvrir au maximum et c'est assez varié. Après, c'est pas un monde aussi grand que ça, donc finalement on croise assez. C'est un petit milieu, non, on essaye de travailler au contraire justement avec de nouveaux producteurs, de nouveaux talents, de nouveaux auteurs, de nouveaux castings. On essaye de se renouveler aussi pour s'ouvrir et pour pas ronronner. J'en profite, j'ai le micro. Vous avez parlé de veille, de tendance, etc. En sachant que une série, ça met 6 mois, 1 an avant d'être diffusée. Comment vous mettez de l'actualité dans les choses que vous diffusez? Alors, je pense qu'on n'est pas aussi pointu que chez vous pour tout ce qui est tendance. Mais ceci dit, par exemple, je pense notamment... en fait, nos séries au long cours, je pense à des séries très installées comme Alice Nevers, Section de recherche, Profilage, elles tournent toute l'année. Donc c'est assez facile pour nous de raconter, je sais pas, par exemple, je vous donne un exemple... le harcèlement sexuel ou la tendance des livreurs à vélo, tout ça, on peut le mettre assez facilement dans nos séries au fur et à mesure. On essaye d'être au maximum. Je sais pas, par exemple, on a pu raconter l'histoire d'une jeune fille qui partait faire le djihad. C'est assez facile pour nous, dans nos séries, de coller
un peu aux préoccupations de nos contemporains ou à l'ère du temps dans les séries qui se tournent tout au long de l'année. Ensuite, sur des gros sujets sociétaux, c'est vrai que on essaye d'être à l'écoute, on essaye de réagir vite et ça prend du temps. C'est sûr, on essaye de le réduire au maximum. Ouais. Est-ce qu'il y a des sujets que vous vous interdisez encore parce qu'il est trop tôt d'en parler ou pas ? On s'interdit. Alors, franchement, c'est pas de la langue de bois. On s'interdit aucun sujet. Par contre, on s'interdit les mauvaises histoires ou les histoires qui sont pas faites pour notre public. C'est-à-dire, je vous donne l'exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple ? L'histoire du harcèlement scolaire. On a reçu, mais avant cette histoire-là, qui nous a touchés et plu, énormément de propositions, mais on ne trouvait pas le bon angle. Et donc on ne s'est pas interdit le sujet, mais on attendait d'avoir la bonne histoire. Ensuite, nous, notre objectif quand même, c'est de toucher nos téléspectateurs, de les embarquer dans nos histoires. Et voilà, donc je dirais que ce qu'on s'interdit, c'est plutôt le sujet très... c'est peut-être un mot de jargon, mais le sujet un peu niche ou un peu pointu qui va pas parler à tout le monde. Voilà. Mais on s'interdit rien, on a plutôt envie, souvent on dit aux producteurs, mais proposez-nous ce que vous imagineriez pas qu'on achète. Et parfois ça marche. D'un projet ? Ouais. Ah ouais, après, il faut... ouais. Alors, le process, en fait, donc, encore une fois, c'est... on parle par exemple d'un nouveau projet. Un nouveau projet, donc, c'est comme une maison d'édition. Toutes les semaines, on se réunit avec l'équipe artistique et on reçoit environ 800 projets par an. Les projets, pour être envoyés chez nous, il faut qu'ils aient un producteur. Donc, c'est la seule étape nécessaire. On reçoit 800 projets qui sont tous lus par les conseillers. Il y a au moins 2 conseillers qui le lisent et on en débat, comme dans une maison d'édition. Ah, moi, j'ai adoré. Non, moi, je trouve ça nul. Moi, je trouve qu'il y a du potentiel. Bon, voilà, on en débat. Et une fois qu'un projet a retenu l'attention d'au moins une personne, il est lu par toute l'équipe, par moi aussi, bien sûr. On en redébat jusqu'à ce qu'on soit convaincu. Et à partir de là, on signe un développement, on signe ce qu'on appelle une convention d'écriture. Et on est absolument libre de nos choix éditoriaux. Au moment de la mise en production, là, il faut quand même, on engage beaucoup d'argent et là, il faut effectivement convaincre le directeur des programmes et le directeur des contenus que c'est un bon projet. Mais je dirais que la responsabilité éditoriale, elle est vraiment dans l'unité de la fiction. Vous pouvez nous décrire du coup une journée de travail type ? Ouais. Alors, ça commence toujours avec le même rituel. 9h02, c'est médiamétrie, les audiences. Et ça commence toujours comme ça, puisqu'on vit quand même, on vit quand même aussi parce que le public est au rendez-vous. Donc 9h02, d'autant plus maintenant qu'on a une série quotidienne qui est diffusée tous les jours de la semaine. Donc 9h02, je regarde mon téléphone ou mon ordinateur et je regarde si on a fait des bonnes audiences la veille. Ensuite, c'est un mélange. Une journée type, c'est un rendez-vous, par exemple, un petit déjeuner avec un producteur ou un comédien avec qui on a envie de travailler, ou un producteur qui vient me proposer un projet. Ça s'enchaîne avec des réunions, une réunion éditoriale, par exemple, avec l'équipe. Ça s'enchaîne avec des visionnages. En fait, dès qu'un film a été tourné, monté, on fait ce qu'on appelle dans notre jargon un visionnage avant mixage. Donc il y a une petite salle de projection à TF1 où le producteur, le créateur, le monteur
le réalisateur vienne projeter leur série, enfin leur épisode par exemple, où là donc on le regarde dans le noir, on prend des notes, voilà, on essaie de s'éclairer avec son téléphone sans faire trop de bruit, et puis après on en discute, on dit bon bah là je trouve qu'il y a un petit peu un ventre mou, on comprend pas ce qui se passe, là c'est hyper fort ce moment-là, mais comment on pourrait le mettre en avant, là faut peut-être imaginer remonter la scène à l'envers pour que ça marche mieux, donc voilà. Ça, c'est un visionnage. Après, ça peut être un déjeuner avec un talent ou un producteur. Et puis après, à nouveau, des réunions aussi avec l'équipe artistique sur les différents projets. Ensuite, on peut avoir repéré un super projet et se dire, ce super projet-là, on va le signer. Donc, on rencontre le créateur du projet, le producteur, et on discute ensemble de comment on va avancer sur ce projet-là. Évidemment, il faut aussi que je rende des comptes à mon chef, donc souvent j'ai une réunion avec lui. Et puis voilà. Et le soir, souvent une projection ou une pièce de théâtre, parce qu'on se dit tiens, on a repéré tel talent, on a envie de le voir, ou alors un déplacement sur un tournage pour rencontrer les comédiens, l'équipe, et pour voilà, à peu près. Profil du spectateur TF1 ? Le profil du spectateur TF1, je dirais que c'est monsieur et madame tout le monde. C'est un peu plus madame. Et c'est un profil assez large finalement. Franchement, on s'adresse au public de façon assez générale. C'est pas comme une chaîne de la TNT qui peut être un peu plus pointue ou cibler un public en particulier. Nous, on s'adresse vraiment à toute la famille et un peu plus aux femmes. La série où je me dis, on a loupé, le film où je me dis, on a loupé quelque chose alors qu'on en était très content. C'est Piégé, qui est un unitaire dont on était très, très content et qui n'a pas marché. Et c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre pourquoi. Voilà. Qui était un film, franchement, avec Odile Villemain-Thierry Neuvy, qui raconte, c'était un thriller assez efficace et qui n'a pas rencontré le succès auprès du public. Et c'est toujours intéressant de se demander pourquoi, et c'est toujours un regret. Voilà. Alors, pourquoi on s'est... je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire. Ça raconte l'histoire d'une... c'est assez intéressant sur la différence entre les Américains, entre les séries américaines et les séries françaises. Ça raconte l'histoire d'une femme, Odile Villemain, qui est infirmière. Elle a une fille, un mari, un petit garçon. Et puis elle est convoquée chez le notaire, chez un notaire qu'elle ne connaît pas, qui lui dit « Vous avez hérité d'1 million d'euros. Mais vous devez d'abord écouter, il lui donne une clé USB, vous devez d'abord écouter ça. » Et elle écoute la clé USB qui lui dit « Pour hériter de votre 1 million d'euros, vous devez tuer 7 personnes. » Et évidemment, elle a une enfant malade et elle hésite beaucoup, etc. Et c'était un thriller extrêmement efficace. Elle se rendait compte petit à petit qu'elle faisait partie d'une chaîne, qu'elle-même allait être tuée, etc. Et au final, ça n'a pas rencontré le public, alors que nous, on était extrêmement fiers et très, très contents. Ça n'a pas rencontré le public. Et quand on s'est vraiment posé la question, on s'est dit, mais quelque part, c'est un concept. C'est le $1 million qu'on vous offre dans le film américain, ça marche. Mais en France, il y a un truc de proximité, il y a quelque chose d'irréel qui fait que ça ne fonctionne pas. Je suis à peu près persuadée que c'est une des raisons. Voilà. Mais voilà, puis après, si on était sûr de notre coup à chaque fois, déjà, ça serait moins drôle, et de deux, on serait millionnaire. Donc voilà, c'est à chaque fois des paris. Merci beaucoup. De se lancer dans l'écriture, écrivez et faites lire ce que vous écrivez, et regardez beaucoup de séries. Regardez beaucoup de séries françaises et étrangères, mais pas que étrangères, parce que c'est aussi un marché, en fait. Et ne vous censurez pas. Je suis désolée, je vais vous censurer. Très bonne journée à tous, merci d'être venus. Merci.